un privilège de vous recevoir aujourd'hui. On n'a pas tellement l'habitude des têtes couronnées, donc on est très contents. Ça met un peu de diversité à laquelle on n'est pas habitué. Alors vous régnez vous avez régné, puisque maintenant c'est fini, mais depuis les années 60 sur un petit territoire extrêmement beau, alpin, entre la Suisse et l'Autriche. Et vous avez profondément transformé le Liechtenstein, cette principauté, à la fois d'un point de vue du business. Vous en avez fait ce qu'elle est devenue, c'est un havre financier, une plateforme financière. Et puis aussi parce que vous avez donné un statut à cette principauté. Vous l'avez fait entrer au Conseil de l'Europe, entrer aux Nations Unies, ce qui n'était pas gagné d'avance. Donc vous avez à la fois l'expérience d'homme d'État et l'expérience de businessman qui a reconstitué la fortune familiale, qui l'a assise et qui l'a fait prospérer. Ça fait déjà beaucoup de flèches à votre arc. Alors, pour ceux qui ne savent pas, il y a 36 000 habitants au Liechtenstein, donc c'est une petite principauté, mais c'est aussi le deuxième pays le plus riche de la planète, derrière Monaco. C'est depuis 1921 une monarchie constitutionnelle, mais les femmes, je dois dire, n'ont le droit de voter qu'à partir de 1984. Ça a été peut-être un peu tardif. Alors, en 2004, vous avez révisé la Constitution, vous avez renforcé les pouvoirs du prince. 2003 ou 2004, je ne suis plus sûre de moi, 2004, voilà. Et dans la foulée, une fois le pouvoir conforté, vous avez passé les rênes à votre fils, Aloïs, qui est maintenant celui qui gère la principauté. Et ces pouvoirs ont d'ailleurs été récemment confirmés dans un référendum en 2012. Donc c'est quelque chose de solide, bien accroché, et le peuple est derrière vous. Alors cet engagement dans la vie des affaires comme dans la vie publique, ça nourrit vos réflexions sur ce que c'est qu'un État, comment il peut évoluer, sur le leadership aussi. Et alors que l'Europe est aujourd'hui enfoncée quand même dans des crises graves, une crise économique profonde, la guerre à nos frontières avec l'Ukraine, un peu plus loin la Syrie, l'Irak, c'est très intéressant de voir ce que peut être un État moderne au 3e millénaire. Et je crois que ce sont des réflexions que vous allez partager avec nous, comment vous voyez l'État évoluer dans les années qui viennent. Voilà, ce qu'il pourrait être. Alors je vous cède la parole. Quand j'ai fait mes études en économie et en droit, parce que mon père voulait que je devienne chef d'État de ce mini-État parce qu'il voulait se retirer, j'ai analysé ça dans les années 60 et de ce temps, on pensait que les mini-États comme le Liechtenstein et les monarchies n'ont pas de futur. Et alors j'ai regardé et j'ai vu que après la Deuxième Guerre mondiale, avant la Deuxième Guerre mondiale, c'était un pays très pauvre. Il y a pas beaucoup de gens qui devaient travailler en Suisse ou en Autriche. Et le pays dépendait de la subvention de la famille qui était très riche de ce temps. Il avait de grandes propriétés, ce qui est aujourd'hui la République tchèque. Mais tout ça a perdu après l'année 45. Et alors j'ai vu que comme les frontières se sont ouvertes, le Liechtenstein a fait un développement économique très fort déjà dans les années, commencement des années 60, 50, fin 50. Et intéressant, c'était pas tellement le tourisme et pas même le secteur financier, mais c'était le secteur industriel. Et maintenant, on est, je crois, en Europe, le pays avec le plus d'industrie par la vue de la population qui travaille dans les industries. On a des compagnies qui se sont développées là, qui ont été beaucoup de succès. La plus grande s'appelle Hilti. Et ils ont dû devenir plus grands parce qu'au Liechtenstein, on est trop petit du fait des sociétés, ils ont établi des sociétés en dehors du Liechtenstein. Et on a commencé à importer des travailleurs maintenant de l'Autriche et puis même des travailleurs de Gastarbeiter suisse. Et quand on sait comment c'est cher, on voit qu'on a un taux très élevé de main-d'œuvre et c'est de la dépense. Et tout ça m'a fait réfléchir comment doit devenir
paix du futur, parce qu'avec la globalisation, je crois que ça, il y a une grande, comment dire, un challenge pour ces États. Comment adapter ce changement qui va de plus en plus vite? Comment est-ce qu'on fait que on est toujours près du peuple? Chez nous, on a avec la démocratie directe, une décentralisation très forte, beaucoup de choses qui sont des affaires d'État, qui sont affaires d'État dans d'autres États, sont des affaires privées. Tout ça, ça fait pas mal de choses. On a changé pas mal de choses. Et puis alors, j'ai donné mon job à mon fils aîné. J'ai décidé d'écrire un livre sur ça. Maintenant, c'était traduit en 12 langues. Et il y a un certain intérêt pour ces idées. Mais je trouvais ça intéressant, l'idée de l'État, au départ, c'est l'État protège. On protège les citoyens. Et vous, à un moment, vous parliez de la guerre, c'est quelque chose que vous voulez éviter, vous pensez qu'il faut plus armer, il faut aller vers une société de paix. Et je réfléchissais à l'évolution de la guerre aujourd'hui, où nous, on a été très habitués en Europe à voir des États se battre les uns contre les autres, et chacun trouvait son nationalisme aussi, renforcer son nationalisme dans ces conflits. Et aujourd'hui, on voit la chose changer. C'est-à-dire qu'on voit la guerre qui naît parce que tout d'un coup, il y a un groupe terroriste qui décide de créer un nouvel État, pour le coup, parce qu'une ethnie en Afrique peut décider de prendre le pouvoir. Et donc, c'est plus du tout une question d'État. La guerre part des échelons beaucoup plus faibles aujourd'hui. Et comme vous êtes toujours pour décentraliser au maximum, avoir des petites communautés. J'avais envie de savoir votre idée de la guerre. Est-ce que c'est important que l'État protège? Et est-ce qu'il ne faut pas qu'on évolue? Parce qu'aujourd'hui, on fait face à des conflits qui sont très différents de ceux auxquels votre génération a vu par le passé. Oui, je crois que le danger est devenu beaucoup plus grand des sociétés terroristes, des organisations terroristes, parce qu'il y a aussi une technologie qui avance très vite, il devient de plus en plus facile de produire des armes de destruction massive. Je pense d'armes biologiques, des virus, tout ça. C'est pas tellement difficile aujourd'hui. L'arme chimique, même les armes atomiques, c'est devenu beaucoup moins cher. Tout ça, ça donne une situation assez difficile. Et je pense que pour ça, les États, je pense toujours qu'on doit avoir une défense. Pas un petit pays comme le Liechtenstein ne peut pas faire beaucoup, mais je crois qu'il faut avoir, pendant un certain temps, surtout une défense, et peut-être dans le futur, qu'on n'en a plus besoin. Si tous les États sont devenus des sociétés de services, dans une concurrence plus ou moins libre, mais là, je crois que comme on le fait maintenant, quand il y a un État qui s'échoue, ou comme peut-être l'Ukraine, comme des pays, ou bien on a vu des interventions tout le temps, des Américains, des Français, des Anglais, et le problème, on fait l'intervention militaire, comme l'Irak par exemple, mais on n'a pas la possibilité, on n'est pas préparé de bâtir, de rebâtir cet État. Un État de droit, un règlement de droit, de démocratie, de libre-échange, en économie. En Libye, par exemple, aujourd'hui, c'est flagrant. Oui, et tout ça, ça donne de nouveau le prochain État où il y a le terrorisme et tous les problèmes qu'on a, et aussi les réfugiés qui sortent et qui viennent ici, bien en Europe ou aux États-Unis. Votre Altesse, si l'Europe à 28 voulait être une réelle force politique, économique, une véritable entité, il faudrait qu'elle remette de l'ordre. Il y a quelques années, un ancien ministre français des Affaires étrangères que je cite, Hubert Védrine, nous disait lors d'un dîner, c'était à l'Europe des 15 à l'époque, l'Europe des 15, je cite, c'est un bordel,
vous verrez le super bordel à 27. Maintenant, on est 28. Je voudrais savoir comment le Liechtenstein, et Virginie disait tout à l'heure, vous êtes un pays de 36 000 habitants, deuxième pays le plus riche de la planète, très stable. Comment vous percevez cette Europe qui n'avance pas, qui est peut-être à 3 vitesses, avec une Allemagne dominante, des pays sérieux comme le Luxembourg et d'autres, des pays qui vont très mal, l'Espagne, l'Italie, je n'ose même pas parler du pays où vous êtes, et puis ceux de l'Europe de l'Est qui ne sont pas réellement intégrés, je pense à la Roumanie, la Bulgarie. Comment vous jugez cette Europe telle qu'elle se dessine, enfin telle qu'elle avance aujourd'hui? D'abord, heureusement, on est dans une Europe qui est paisible maintenant, et on a l'impression que ça va rester paisible aussi dans le prochain et plus long futur. Je crois qu'on a... Même avec le voisin Vladimir Poutine. Oui, même je crois avec lui, parce que c'est que s'il voudrait attaquer l'Europe, il est trop faible, c'est la fin de la Russie. Et j'ai analysé beaucoup la situation militaire dans les années 70, 80, parce que j'avais peur que l'Union soviétique, que je voyais qu'elle allait s'écrouler du point de vue économique, qu'elle allait faire une attaque sur l'Europe de l'Ouest. Heureusement, ça ne s'est pas passé. Mais là, je crois qu'il n'a pas plus les ressources de le faire. Et je crois qu'il le sait aussi. Mais je pense que l'Europe, du point de vue économique, ce qui est sûrement important, oui, peut-être, oui, économique, on a peut-être fait peut-être un peu trop de bureaucratie à Bruxelles et avec trop de réglementation. C'est incroyable, ce sont des centaines de milliers de régulations. Nous, on doit aussi les prendre au Liechtenstein. Et le problème, c'est qu'ils se contredisent. Si vous suivez une règle, vous allez dépasser d'autres règles. Alors vous êtes toujours dans une situation impossible, et c'est pas possible. Et la même chose aussi aux États-Unis. Alors là, l'État et l'Union européenne est allé trop loin. Il faut regarder ce qui est vraiment nécessaire pour avoir un marché commun. Qu'est-ce qu'on peut faire du point de vue local, régional, national, et vraiment ce qui est seulement nécessaire de le faire à un niveau de l'Europe. Je crois, si on pouvait changer tout ça, je crois que l'Europe aurait une situation très forte et très attractive si on réussirait de le faire ça. Mais faut parler. Et justement, à propos des Britanniques, il y a des mouvements indépendantistes en Europe. Ouais. Tu voulais en parler? Non, c'est ça que je voulais leur demander, mais non, allez-y. Donc l'Écosse, la Catalogne, peut-être les Flandres, enfin il y a plein de possibilités. Comment est-ce que vous voyez? Est-ce que vous pensez que justement ces peuples ont une légitimité à demander, à se réguler eux-mêmes, à sortir d'États existants? Bon, en principe, oui. Et je ne peux pas dire contre, parce que chez nous, on a 11 villages, chaque village peut sortir, si la majorité de la population du village le décide. Moi, j'ai fait passer ça par un vote populaire parce que je voulais forcer mes successeurs, aussi le gouvernement, d'offrir vraiment un bon service, sinon on perd les customers, les citoyens. Les citoyens peuvent devenir plus indépendants. Pour le Monaco, par exemple, chaque village chez nous, kilomètre carré, est plus grand que le Monaco. Alors, là, je crois que si on décentralise, je crois qu'on peut garder les États comme ils sont. Je le dis de mon intérêt comme chef, plus ou moins plus fonctionnel, mais représentatif de mini-État. On ne veut pas avoir plus de concurrence dans beaucoup plus de petits États. Alors on est très heureux s'il y a des grands États qui fonctionnent bien,
On pense toujours qu'on a peut-être un avantage de concurrence comme petit État, mais chez nous, moi je trouve c'est mieux de le faire décentraliser. Et puis alors, on devrait aller d'après le vieux proverbe romain, qu'ils n'ont malheureusement pas toujours suivi, spécialement pas dans la dernière phase de l'Empire romain, divide et impera. En anglais, les Anglais aussi ont suivi ça pendant longtemps, c'est divide and rule. Et si on aurait décentralisé maintenant l'Angleterre beaucoup plus, c'est un pays très centralisé. Je crois qu'on aurait, si on aurait commencé ça très tôt, on n'aurait pas eu ce mouvement en Écosse. Et encore toujours, je crois, si on dirait qu'on donne plus d'autonomie aux villes et aux villages partout dans le Royaume-Uni, on pourrait enlever ce mouvement qui va déchirer les États, parce que s'ils se déchirent comme Yougoslavie ou la Russie ou l'Union soviétique, sont de grandes unités où vous avez toujours de nouveau des minorités qui veulent aussi avoir l'indépendance. Et ça ne s'arrête pas. C'est mieux d'avoir cette décentralisation pour garder ces États ensemble. Ça c'est un peu la raison pour que moi j'ai écrit mon livre, j'ai fait des discours et tout ça. Donc pour changer un peu dans les familles royales en Europe, on a vu en Espagne, aux Pays-Bas, qu'ils ont décidé de passer à la prochaine génération. Que pensez-vous? Est-ce que c'est quelque chose toujours... Est-ce qu'il y a une règle, selon vous, qu'il faut toujours faire ça ou ça dépend des cas? Il y avait déjà le prédécesseur de mon père qui a fait ça, et avant déjà, c'était un peu de la tradition. Moi, je trouve que c'est il y a deux avantages. Si on règne jusqu'à on est déjà trop vieux et peut-être déjà trop bête pour régner, complètement gaga, c'est pas bien pour l'État ni pour la monarchie.